Bonjour à tous, aujourd'hui déjà samedi 19 avril, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, fait de très bonnes lectures. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de nouveau un petit update lecture avec sur la table 3 romans, 4 mangas dans 2 séries différentes. Donc sans plus attendre, générique! Ah oui, bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Alors, c'est parti. Vous allez voir que dans les livres que je vais vous présenter, parfois, comme on dit, dans un livre, il y a à boire et à manger. Mais parfois, l'assiette reste vide. Et oui, et donc, on verra ça plus tard dans la vidéo. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'est Le 8e sortilège de Terry Pratchett. Donc, c'est la saga Les Annales du Disque Monde, aux éditions Pocket. Donc, la saga compte, je crois, 41 ou 43 volumes. J'avais lu le premier, La 8e couleur, et j'étais pas resté sur une note super positive parce que je m'étais perdu un peu trop souvent dans la lecture. Parce qu'il faut dire que c'est de la fantaisie burlesque, loufoque, et moi c'était la première fois que je lisais ça, donc pas habitué. Et parce que je veux dire, celui qui veut de la fantaisie héros badass, c'est pas vraiment le sujet. Mais c'est ça. Donc j'avais lu donc, la 8e couleur, j'étais pas vraiment sur une note positive. Mais ici, avec le 8e sortilège, alors qu'on suit les deux mêmes protagonistes principaux, qui sont le mage Rincevent et le touriste Deux Fleurs. Il y a d'autres personnages qui viennent avec. Ici, dans le second tome, c'est le Cohen, le barbare, et puis c'est Béthane, la Vierge. Donc sans oublier Bagage, le fameux Bagage. Et je me suis moins perdu, disons. Je me suis perdu pareil, mais moins. Et il y a certaines phrases qui, j'étais pas plié en deux, mais quand même. Où il va chercher ça, sérieusement. Et puis il y a d'autres phrases qui, on n'arrête pas de les relire. Dans le sens qu'il pourrait y avoir 20 lecteurs différents qui passent sur la même phrase. Il n'y aurait pas grand-chose à dire et à redire. Et le 21e, il va dire « Waouh, c'est d'aubin beau ». Ben, moi, j'ai peut-être été ici le 21e. Je vais vous lire la phrase. Moi, c'est une phrase qui m'a... Waouh! Il se mit à neiger. Les fenêtres en sucre d'orge chatoyèrent joyeusement dans les ténèbres. J'ai trouvé ça magnifique. Vraiment magnifique. C'est... Et puis, Terry Pratchett, c'est, comme je dis, plein d'absurdités, plein de loufoqueries, je ne sais pas si ça se dit. Mais en même temps, qu'est-ce qui touche des points essentiels et importants de notre monde? Il met le doigt dessus à chaque fois. Et ça, c'est ça qui fait sa force en même temps. Donc, comme je dis, j'ai souvent lu que Terry Pratchett, on adore ou on déteste. Moi, pour l'instant, je suis vraiment entre les deux. J'ai juste lu 2 tomes. On continue la saga, c'est clair. Parce que je crois que le 3e volume, c'est le 8e quelque chose encore, ou la 8e quelque chose, je ne sais plus. Donc, on continue. Donc, le 8e sortilège, Les Annales du Disque Monde, Terry Pratchett. Comme on dit, bonne lecture. Alors, le livre suivant, avant tout, j'aimerais bien vous rassurer que si la lumière qui est à ma droite tombe en rade, on va se retrouver dans le noir, c'est pas grave, j'ai les clés, on va la rallumer. Donc, voilà. Donc, passons directement, comme je dirais, à l'assiette vide. La règle de 4 de Ian Caldwell et Dustin Thomason aux éditions Michel Lafon-Poche. Ça, c'est une lecture commune que j'ai faite avec Claire. Et d'emblée, je peux dire que je suis quelque part heureux que Claire a eu plus ou moins la même sensation en lisant ce bouquin. C'est pour moi
le premier gros bid de l'année, un flop de flop, comme on pourrait dire. Je tiens à préciser que ce bouquin, je l'ai acheté en occasion et qu'il n'y a aucun influenceur, je veux dire, qui m'a influencé, dans le sens que j'ai vu ce bouquin, j'ai lu le 4e de page, et je me suis dit, ah oui, ça doit pas être mal. Point de vue historique, point de vue recherche, parce que bon, je vous relis le 4e de page, le 4e de couverture plutôt. Depuis 1499, des savants tentent de décoder le songe de Polyphile, un chef-d'œuvre de la Renaissance. Écrit en 5 langues, orné de gravures érotiques et violentes, ce texte a résisté à tous les assauts brisés des destins, des amitiés et des vies. Pourtant, 2 étudiants de Princeton osent s'y plonger et au fil de messages cachés, découvrent l'histoire d'un prince du Quattrocento et l'existence d'une crypte secrète recelant des trésors inouïs. Ils pensent pouvoir échapper à la malédiction qui frappe ce livre obscur et fascinant. Mais pour en préserver les secrets, certains sont prêts à mourir et à tuer. Et, le meilleur, pour moi, si Scott Fitzgerald, Umberto Eco et Dan Brown s'étaient réunis le temps d'un roman, ils auraient écrit la règle de 4. Phrase de Nelson DeMille, qui est un autre auteur américain. Pas du tout. Pour moi, déjà cette phrase-là, j'ai déjà lu du Umberto Eco, j'ai lu, bon, il y a très très longtemps, c'était le nom de la rose, et puis le deuxième c'était le pendule de, je ne sais plus quoi, le pendule de, je ne sais plus, enfin soit. Le Dan Brown, là je suis occupé, hein, j'en ai déjà lu 3, moi des noms, ils auraient peut-être, oui, écrit sur ce fameux livre, mais je ne crois pas qu'ils l'auraient écrit pareil. Franchement, non. On est sur 4 universitaires qui sont à 4 amis, on peut le dire, qui sont à l'université de Princeton. Déjà, les 2 tiers du livre, il y a 0 femme. Non, ça n'existe pas. Dans le dernier tiers, oui, on retrouve, je crois que c'est Kate ou Cathy, qui est en fait comme la copine du narrateur. Donc c'est ça, on est sur 4 gars. On va parler d'amitié, on va parler du quotidien, de leurs études. En même temps, oui, on parle un peu de... Parce qu'il faut dire que le narrateur, Tom, son père a travaillé sur ce bouquin, ce fameux bouquin, et donc il est décédé, je ne sais plus exactement, enfin ça, il est décédé, puis il travaille dessus, mais c'est tellement brouillon, c'est... Non, franchement non. Comme j'ai dit, je l'ai lu avec Claire en lecture commune, et chance que elle est plus ou moins du même avis que moi. C'est, comme elle disait, c'est brouillon. En lisant le 4e de page, on croit qu'on va vraiment avoir, oui, du décodage, vraiment quelque chose de, waouh, un suspense, un thriller vraiment. Mais oui, c'est par, je dirais, sur un... Oui, de temps en temps, oui, il y a quelque chose qui... Il y a de l'action, mais chaque fois c'est comme un soufflet, comme je dis, un soufflet trop cuit, ça redescend. On reparle de l'amitié, de ça, de l'université, des professeurs, oui, il y a quelque chose de caché. Mais le décodage, en plus, pour moi, bon, là, il y a un tableau, enfin plusieurs tableaux dans ce livre. On le reproduit, donc ça, je dis, il n'y a pas de mal.
Il y en a un autre ici. Cette fois-ci, j'ai mis des petites étiquettes pour pas trop... hein. Voilà, donc voilà. C'est sympa, sinon. Mais à un moment donné, pour expliquer ce fameux décodage, bon là je vais pas vous le montrer parce que bon, ça ferait un peu comme du spoilage. Mais pourquoi faire des dessins comme si l'écriture ne suffisait pas, l'explication, l'écriture ne suffisait pas, on est obligé de mettre un dessin. Ou alors je ne sais pas si c'est mal expliqué, enfin je ne sais pas, il y a tellement... non, franchement... parce que c'est un bouquin qui fait 461 pages. Là je reprends les notes parce que je ne sais pas par cœur, mais il faut attendre, c'est ça, il faut attendre la 157e page. Donc on a déjà lu pas mal. Pour avoir une première esquisse de ce que ça va être, ce fameux manuscrit, enfin, c'est... Et puis à la page 228, donc là on est quasi à la moitié déjà. Il y a comme... oui, on commence le décodage, mais on est à la moitié du livre. Donc pour moi, non. Pour moi c'est vraiment une mauvaise lecture, je peux le dire, mauvaise lecture. La règle de 4. Donc je ne sais pas si un jour vous le lisez, ou si vous l'avez lu, et que vous avez bien aimé, c'est correct, mais moi, non. Et vraiment, j'ai vraiment pas aimé la façon d'aborder le sujet. Franchement, non. Donc, à oublier très vite, pour moi. En plus, j'avais déjà été voir sur Wikipédia qui étaient Ian Caldwell et Dustin Thomason, parce qu'il faut vous dire quand même que ce bouquin s'est quand même vendu à 4 millions d'exemplaires. C'est pas rien. 4 millions d'exemplaires. Est-ce que c'est moi et Claire qui avons lu ce bouquin, je veux dire, on était trop fatigués, on a lu en dormant, je sais pas. Mais il y a quelque chose, non. Et là j'ai été revoir avec Ian Caldwell. Ian Caldwell a écrit, bon, c'est pas le fait d'écrire seulement 2 livres, parce que, je veux dire, j'ai ici dans ma bibliothèque, il s'appelle, comment il s'appelle encore, David Wroblewski, Histoire d'Edgar Sautel, qui est un best-seller aussi. Il a écrit qu'un livre, bon, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un bouquin qu'on étudie dans les écoles américaines. Bon, la règle de 4, je ne sais pas si on l'étudie dans les écoles américaines, mais c'est ça, Ian Caldwell a fait ce livre-ci, la règle de 4, en 2004. Une histoire de 4. Et il a fait son second livre, pardon, c'est The Fifth Gospel, le 5e évangile, qu'il a fait en 2015. Et Dustin Thomason, qui ici est je veux dire, un bouquin à 4 mains, je ne sais pas si ça se dit, un bouquin à 4 mains. C'est son unique bouquin qu'il a fait. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Mais non, je ne crois pas que c'est le fait d'écrire juste un livre ou 2 livres qui fait la qualité du bouquin. Je ne crois pas du tout. Mais je tenais juste à le préciser. Donc voilà. Donc, pour moi, je le redis, la règle de 4 à oublier. Alors, le livre suivant, c'est un roman historique. Pour moi, c'est le début d'une nouvelle saga, une saga en 5 volumes. Ce sont Les Enfants du Graal de Peter Berling, ici aux éditions Libre Expression. Donc déjà, content d'avoir terminé le petit bébé de 770 pages, qui est juste, je dirais, un prémisse pour la suite de la saga. Juste un petit hors d'œuvre, parce que vu le nombre de pages de la saga, c'est un bouquin en demi-teinte. Je veux dire, globalement, c'est une bonne lecture, mais avec des hauts et des bas.
je voudrais juste vous dire un petit résumé du 4e de couverture, et vous comprendrez pourquoi. De l'histoire si fascinante, si méconnue aussi du Moyen-Âge, Peter Berling débrouille avec aisance les écheveaux les plus compliqués. Il donne ainsi à cette épopée le rythme haletant d'un roman à suspense de notre temps. Bien vrai, exact. Mais Peter Berling débrouille avec aisance les écheveaux les plus compliqués. C'est un fait. C'est compliqué dans le sens que on va se retrouver, comment je vais dire, bon, déjà donner l'histoire en gros, on est en 1244, Montségur, donc le château cathare, le dernier château cathare, vient de tomber, et pendant la nuit vont s'échapper de ce château 2 ou 3 cavaliers avec 2 enfants. Les enfants s'appellent Roger et Isabelle. Roger, dans le livre, il s'appelle Ross, et la fille s'appelle, comment elle s'appelle encore? Yeza, voilà. Et ces 2 enfants sont considérés comme le Graal, c'est-à-dire que ce sont des descendants directs de Jésus-Christ. Donc voilà, ça c'est l'histoire de départ. Maintenant, on va se retrouver avec plusieurs factions. On a le côté, je veux dire, les gens qui travaillent pour ce Graal. Il y a les personnes de l'Église. Mais dans les personnes de l'Église, qui concernent l'Église, bon, il y a des moines cisterciens, il y a des moines franciscains, il y a des dominicains. Bon, ça c'est pour l'Église. Ensuite, il y a les gens qui travaillent pour l'Empire, donc pour Frédéric II. Mes souvenirs sont bons, Frédéric II, donc ça c'est l'Empire teuton. Et ensuite, bon, là-dedans, il y a des assassins, il y a encore d'autres personnages qui rentrent en jeu. Donc c'est vraiment complexe. Et on passe d'un à l'autre. Il faut dire aussi que la narration, le bouquin en fait est tiré des chroniques de Willem van Rubruck, qui a réellement existé et qui était un homme, je veux dire, c'était un ecclésiastique et qui faisait partie de l'ordre des frères. Non, attendez, là je ne sais plus, j'ai un petit trou. Il faisait partie de de l'ordre des frères mineurs, voilà. Donc c'est lui qui, le bouquin, bon, forcément est romancé, mais c'est tiré de ses chroniques. Donc voilà, ça c'est en gros. Mais c'est vrai, et ça, bon, je veux dire, c'est pour ça que c'est pas vrai, ça n'a pas été vraiment une excellente lecture, c'est que des fois on se perd. Moi, je me suis perdu. Entre les dominicains, les franciscains, on va du côté de l'Empire avec les Teutons. Il y a encore, moi j'avais oublié de le dire, il y a aussi du côté des gens qui s'occupent de la royauté française là-dedans. Donc c'est un imbroglio parce que il y a des gens qui sont contre et qui veulent récupérer ces 2 enfants. Parce que certainement l'Église. Et puis il y a des gens qui veulent protéger ces 2 enfants. Donc c'est ça. Donc c'est un imbroglio c'est comme une toile d'araignée et c'est ça. Donc des fois difficile à se retrouver là-dedans. Mais c'est écrit je veux dire, c'est une très belle plume de Peter Berling, qui je rappelle était écrivain. Bon, ça a été, je veux dire, sa saga phare, mais c'était aussi un acteur de cinéma allemand. Donc voilà. Que dire encore? Il y a un truc aussi qui m'a surpris, qui arrive, je veux dire, à 2 reprises. Donc comme je dis, c'est un bouquin qui fait 770 pages, donc c'est pas mal gros. Et donc c'est un roman historique, hein, bon. Et tout d'un coup, à la page, dans la page 400-405, je ne me rappelle plus exactement, on a une scène de sexe, mais vraiment explicite. Ça surprend.
réellement, ça surprend, parce que c'est pas un bouquin hein, qui est basé sur ça. Mais là, c'est vraiment waouh! On dit, mais d'où ça sort? D'où ça sort? Et ça à 2 reprises. Donc, j'ai vraiment été étonné de ça. Donc, bon, c'est une anecdote. Comment je vais dire aussi? Et ça, je vais dire, ça a été pour moi un bémol par rapport à cette façon de faire. C'est que il y a de temps en temps un mot, une phrase en grec ancien, et la traduction est en fin de... Bon, je veux dire, les notes de l'auteur sont faites par chapitre et tout ça. Mais ces mots, et puis je veux dire, c'est de temps en temps une phrase en grec ancien, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 10. Il y en a peut-être 40 ou 50, 60, j'en sais rien, mais c'est énorme. Et à chaque fois, vous voyez la brique, à chaque fois, il faut aller voir, il faut aller manipuler ce bouquin, aller voir à la fin, regarder, bon, qu'est-ce que ça veut dire, revenir, repartir, parce que des fois, il y a 3-4 annotations, je vais dire, sur une page. Donc à un moment donné, ça devient lourd, dans les deux sens du terme, ça devient lourd. Donc ça, c'est un petit bémol. Pour moi, il aurait été facile de même avoir des autres notes de l'auteur, par exemple, mais juste pour parce que ça revient quand même assez souvent, mettre ça en fin de page, directement. Donc, parce que là, bon, on perd un peu le fil, on va voir, on revient, on part, on revient. Bon, je sais bien que Bragelonne a refait une édition, ça c'est l'ancienne édition, la Libre Expression. Aux éditions Libre Expression, c'est que Bragelonne a refait la saga, mais la saga est en 6 volumes. Ici, c'est une saga en 5 volumes, mais Bragelonne l'a fait en 6 parce que il faut vous dire que attendez, je vais le prendre ici, le calice noir. Le calice noir. Voilà, qui est encore plus lourd que celui-là. Pourtant, c'est le même. Non, c'est pas le même. Celui-ci fait 770 pages. Celui-ci, pardon, fait 1300 pages. Quasi le double. Mais bon, c'est des feuilles de cigarette. Hein. C'est vraiment des feuilles de cigarette. Et donc, Bragelonne a fait celui-ci en 2 volumes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a 6. Je le dépose. C'est lourd. Donc voilà. Je continuerai certainement la saga. Parce que je dis, c'est quand même de la bonne lecture, de la bonne recherche quand même. Parce que c'est pas simple. Et puis, ce que j'ai bien aussi aimé, c'est que, bon, certainement au début, après, bon, ça s'estompe un peu. Mais au début, il y a la narration de ce fameux ecclésiaste Willem van Rebroek. Et de temps en temps, tu as Peter Berling qui explique, je veux dire, certainement par rapport à l'Église avec un grand E au départ, avec un grand E comme élite, certainement au Moyen-Âge. Mais le grand E va devenir très vite un grand M avec monstruosité. Donc ça, j'aime bien. Donc voilà. Donc, Peter Berling, Les Enfants du Graal, bonne lecture. Donc, on va continuer avec les graphiques. Là, je vais vous présenter d'abord 2 graphiques donc, de la même saga. Il faut vous dire que pour moi, ici, c'est une relecture. Parce qu'avec, bon, on le représente, c'est le calice noir que je dois remettre dans la palle. Et la palle, elle est ici. Celle-là, ça c'est ma palle. Mais j'en ai pas assez. Donc moi, je fais de la relecture. Ah oui. Donc avec Death Note, donc ça c'est la Black Edition. Aux éditions Kana, avec un scénario de Tsugomi Oba et dessin de Takeshi Obata. Donc, comme je dis, c'est une relecture. Donc, je dis tout de suite pour ceux qui connaissent, que c'est archi connu,
archi connu, ben, pour les gens qui connaissent forcément, parce qu'il y a certainement des gens qui ne connaissent pas encore. Et puis ben, pour ces gens, moi j'ai envie de résumer un peu l'histoire. Et puis ben, pour ceux qui connaissent, ben, il y a le chapitrage en bas. Hein. Donc voilà. Je vais juste lire le 4e de page. Peut-on choisir qui doit vivre ou mourir? Light Yagami, un brillant lycéen, découvre le mystérieux carnet d'un dieu de la mort et son terrible pouvoir. Tous ceux dont le nom y est inscrit sont condamnés à mourir. Light, en bon justicier, se met en tête de débarrasser la société de tous les criminels et d'instaurer un nouvel ordre moral. Mais elle, un mystérieux enquêteur, va se dresser sur sa route, un thriller psychologique implacable. C'est ça. Donc, si c'est une relecture, c'est clair que c'est... j'ai adoré ce manga. C'est un manga où on peut dire, bon là j'essaie de ne pas spoiler, c'est un manga avec de l'écriture. En veux-tu, en voilà. On en a pour son argent, c'est clair. Parce qu'il faut dire aussi ça, bon ça c'est comme une double édition, mais l'édition, la première édition, c'est en 13 tomes, 13 volumes. Donc voilà. Moi j'adore le dessin, j'adore l'histoire. Des fois c'est prise de... Bon là maintenant on connaît, mais si vous le lisez pour la première fois, ben, ce sera une prise de tête à certains moments. Parce que c'est, je dis, d'un côté il y a l'enquêteur, de l'autre côté il y a comment je vais dire, ce Light Yagami, c'est une, je veux dire, ce lycéen, hein, j'y arriverai à le dire, ce lycéen, qui doivent contrecarrer, je veux dire, l'action de l'autre, et puis même à un moment donné, ça vient tellement qu'il faut se poser, et peut-être relire une fois ou deux le texte pour vraiment comprendre. C'est vraiment spécial, mais c'est une excellente lecture. C'est dans un tout autre genre que, je vais dire, une sacrée mamie, un tout autre genre, mais, je le répète, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà. Ça c'était pour Death Note. Donc on continuera la relecture. Ensuite, le second graphique, la seconde saga, ce sont les 2 premiers tomes des Enfants de la Baleine, les Enfants de la Baleine de Abi Umeda, pardon, aux éditions Glénat. Donc déjà avec je veux dire, ces couvertures, on voit que le dessin est pas pareil que certainement Death Note là. C'est un dessin qui prête, je dirais, à la poésie, réellement. C'est un magnifique dessin. Pour l'instant, c'est une magnifique histoire. C'est une saga en 23 volumes. Et pourquoi je la commence maintenant? Dans le sens que, ça on le verra dans un prochain book haul, c'est que j'ai pu me procurer, je veux dire, les 13 premiers tomes, je veux dire, en occasion. Donc maintenant, il faudra essayer de chercher soit les 10 derniers tomes en occasion pareil, ou alors les acheter carrément, parce que pour l'instant, c'est un coup de cœur. Bon, j'ai lu que les 2 premiers, mais pour l'instant, c'est un coup de cœur. Le graphique est vraiment superbe, l'histoire est vraiment magnifique, il y a beaucoup d'émotions. En gros, l'histoire, on est sur la baleine de Glaise. En fait, la baleine de Glaise, c'est comme une île, une petite île. Donc, c'est elle. La baleine de Glaise, c'est une petite île, enfin une petite île. C'est comme une île qui navigue sur une mer de sable. Et sur cette baleine de Glaise, il y a à peu près 500 personnes qui y vivent. Et cette population est divisée comme en 2. Il y a les marqués et les non marqués. Les marqués, ce sont des personnes, enfants, adultes, qui ont un certain don, un certain pouvoir qu'on appelle le saimia,
et qui est lié aux émotions. Et donc, ça ce sont les marqués, et alors il y a les non marqués qui eux ne possèdent pas ce fameux don. Et ce don a entre autres, je veux dire, les personnes qui ont ce don ont entre autres la possibilité de faire déplacer, je veux dire, des objets. Donc voilà, et ça pose aussi plein de questions en même temps, de dire, ben oui, mais pourquoi il y a une certaine partie de la population qui a ce pouvoir et l'autre non? Parce qu'il faut savoir aussi, bon ça je ne spoil rien parce que bon, c'est découvert très vite dans le premier tome, c'est que dans les premières planches, c'est que les marqués, donc ceux qui ont ce don, qui ont le saïmia en eux, meurent très jeunes, et que ceux qui n'ont pas ce don, ben, peuvent aller très loin dans la vieillesse. Et ce sont les gens qui n'ont pas ce don, qui dirigent donc cette fameuse baleine de glaise. Donc voilà pour l'instant, ça c'est, je veux dire, l'histoire en gros. Donc là maintenant après, je ne vais pas vous spoiler. Et puis on a ce petit, donc ça c'est un garçon. Des fois on a un peu de difficulté, je veux dire, avec les visages. Ça c'est un garçon, c'est Shakuro, qui lui est comme une sorte de scribe. Il a comment on appelle, bon c'est pas une maladie, mais il a la phobie de l'écriture. Donc il doit écrire tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent, et donc il met ça par écrit. Donc c'est un peu le scribe de la baleine de glaise. Et puis là, eh ben, il va rencontrer, comment il s'appelle encore? C'est tout récent, mais je ne me rappelle plus du nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lycos, c'est ça. Ça c'est une petite fille, Lycos. Et donc ben, là, je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, ou si je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est une saga en 23 volumes. Et donc c'est ça. Donc pour l'instant, coup de cœur. Donc voilà. Ça termine ce petit update lecture. Avec, ben, je veux dire, à part la règle de 4, je veux dire, bon, le reste c'était quand même de la bonne lecture. Et puis c'est ça. Donc, en attendant, la prochaine vidéo, ce sera certainement, attendez que je calcule, ce sera probablement un book haul ou alors une prévision lecture pour le mois de mai. Mois de mai il va y avoir encore pas mal de pavés. Là pour l'instant je suis un peu en retard avec mes lectures par rapport au mois d'avril. J'arriverai, je crois pas à lire tout ce que j'avais prévu de lire. Mais bon, on reportera pour le mois de mai, c'est pas grave. On n'accumule pas en fait. On est toujours, je veux dire, 2 livres en général en dessous de ce que je devais lire normalement. Donc voilà. Donc en attendant, portez-vous bien, faites d'excellentes lectures et à la semaine prochaine. Bye.